Je suis fondateur de Musicaire et aussi avant ça de l'association AMARC, qui était de la recherche clinique aussi dans le domaine des interventions non médicamenteuses. Je me suis permis rapidement de vous ramener une petite diapositive pour montrer qu'on n'a rien inventé et que l'utilisation de la musique dans le processus de soins est ancestrale, puisque depuis la nuit des temps, l'homme utilise la musique dans un but thérapeutique, notamment les premiers médecins, les premiers guérisseurs, les sorciers, qu'on n'appelait pas des médecins à l'époque, utilisaient la musique de façon complètement naturelle, ce qu'on appelait les incantations, donc basées sur le chant, le rythme, et toujours associées à des plantes médicinales, aujourd'hui la phytothérapie. Donc il y a vraiment ce mélange du médicament et de la prise en charge de la musique qui était depuis la nuit des temps très développée. On retrouve la fameuse lyre de David qui va guérir le roi Saül de ses dépressions justement dans la Bible. Les plus grands philosophes vantaient aussi les vertus éducatives, pédagogiques, mais aussi thérapeutiques de la musique depuis plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, puisque notre cher ami Platon se posait déjà la question, est-ce que la gymnastique ne serait pas la médecine du corps et la musique la médecine de l'âme? Et déjà, il avait compris vraiment l'importance de la prise en charge globale qui unit le corps et l'esprit et qu'il ne peut pas y avoir de médecine aujourd'hui sans prise en compte de l'esprit sur le corps et vice-versa. Donc on retrouve des exemples tout au long du siècle. Je vous ai ramené aussi la petite photo d'une statuette africaine pour vous rappeler que l'homme est un instrument de musique et constitué selon des principes musicaux. Si on a évolué aujourd'hui comme ça, de façon exponentielle, peut-être que la musique nous a accompagnés, peut-être que la musique nous a aidés aussi à évoluer dans ce sens et au niveau émotionnel aussi. Puisqu'effectivement, tout le langage, la communication est basée sur la compréhension de son et de musique. On peut parler plus fort, toute une histoire de musicalité et le langage est basé sur la musique. Non seulement le langage, mais la caisse de résonance. On est constitué selon un principe musical. On a une caisse de résonance, des cordes vocales, et l'homme fonctionne selon un principe comme un instrument de musique tout simplement. En plus de ça, on vit grâce à nos fréquences cardiaques, respiratoires, donc toute une histoire de rythme et d'harmonie, et les correspondances, les liens entre l'homme et la musique sont infiniment liées. Donc extrêmement ancien, l'utilisation de la musique, mais extrêmement moderne, puisqu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques et technologies d'imagerie cérébrale, on redécouvre, on objective le pouvoir de la musique sur les différentes fonctions cognitives, sensorielles et comportementales. Depuis les années 60, c'est la première étude scientifique vraiment très sérieuse que j'ai retrouvée, notamment dans la prise en charge de la douleur, puisqu'elle a été publiée dans la fameuse revue Science, qui est la plus grande revue scientifique dans laquelle sont publiées toutes les plus grandes découvertes du monde. Et déjà en 1960, une équipe de médecins publiait un article qui s'appelait Suppression of Pain by Sound, donc la suppression de la douleur par la douleur. Et cette étude a concerné, ça a été fait en stomatologie, je vous ai ramené une petite photo. À l'époque, c'était la première fois que le son aussi de la musique pouvait être diffusé de façon automatique. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la chance qu'on a par rapport à quelques dizaines d'années où on ne pouvait pas écouter la musique autrement que d'avoir un musicien live. Le fait que la musique était enregistrée sur des supports et qu'elle puisse être comme ça, qu'on puisse l'écouter à la radio ou en achetant des disques, c'est quelque chose de très luxueux parce qu'il y a quelques dizaines d'années, peut-être 50 ans, 60 ans, c'était complètement impossible. Et le seul accès à la musique qu'on avait, c'était effectivement d'être en contact direct avec des musiciens. Donc grâce à ces nouveaux phonographes et la diffusion de la musique, les dentistes ont été les premiers à s'apercevoir qu'on arrivait à réduire de façon significative la douleur, l'anxiété, les crises de vomissement et ainsi de suite. Donc à partir de là, on a retrouvé aussi en 2006 les premières Cochrane databases, donc des méta-analyses qui recensaient aujourd'hui plus d'une centaine d'études cliniques. Rapidement, une petite diapositive aussi pour resituer le contexte de Musicaire, de l'intervention musicale dans laquelle on travaille par rapport à la musicothérapie. Je suis aussi musicothérapeute, Julie l'est aussi. On a fait 3 ans d'études et plus pour le devenir. Aujourd'hui, il y a une fédération française de musicothérapie. C'est pour ça qu'on parle quand on forme les infirmières qui vont utiliser, ou des soignants, ou des médecins anesthésistes, à utiliser la musique en complément de leur fonction. On ne va pas se dire, personne ne pourra se dire musicothérapeute. Musicothérapeute est un statut aujourd'hui qui essaie de se faire reconnaître. Je pense que c'est un statut très important, comme l'art-thérapie. La France est un des rares pays où l'art-thérapie n'est pas encore reconnue, comme en Angleterre, où il y a un vrai statut, en Allemagne et dans la plupart des pays américains. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'intervention musicale plus que de musicothérapie. Intervention musicale à visée thérapeutique. Alors peut-être que Julie vous en parlera tout à l'heure. Très rapidement, il y a la musicothérapie dite réceptive, basée sur l'écoute musicale, et la musicothérapie active, qui elle va être basée sur la pratique instrumentale, notamment très utilisée auprès des enfants autistes,
auprès de populations traumatisées crâniens, et ainsi de suite. On va travailler la coordination des mouvements, on va travailler le langage. Beaucoup d'orthophonistes aujourd'hui utilisent la musique dans le cadre de la rééducation, la compréhension des langues, l'apprentissage des langues est aussi optimisé par la musique. Il y avait une étude qui montrait qu'on apprenait 3 fois plus vite au niveau de la mémorisation quand c'était lié à un affect, à une émotion. Et donc en chantant par exemple, on va apprendre 3 fois plus vite une langue étrangère que sans musique. Musique et douleur, je vous rappelle très brièvement qu'il y a des liens aussi intimement forts, puisque la douleur est décrite sous la définition de l'IASP, l'Association internationale de la douleur, comme une atteinte, bien sûr, une sensation désagréable, mais avec une atteinte au niveau sensoriel. La douleur, c'est physique avant tout. Il y a une atteinte, il y a aussi une répercussion cognitive, la mémoire de la douleur. Si c'est la première fois que vous faites mal au bras, vous allez peut-être très inquiet. Si c'est la 4e fois que vous faites mal au bras, vous savez que ça va aller mieux, que c'est pas si grave, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un processus de mémorisation, tout un process affectif dans l'émotion de la douleur, bien sûr, les répercussions anxieuses et dépressives, le comportement et bien sûr la relation psychosociale dans la douleur, puisqu'un patient douloureux chronique va s'isoler progressivement. Ce qui va être intéressant, c'est que la musique va pouvoir interagir, moduler de façon instantanée l'ensemble de ces paramètres en agissant sur le facteur sensoriel, en agissant de façon physique aussi, bien sûr. La musique, j'aime beaucoup cette phrase quand on dit que la musique nous touche, c'est pas qu'elle nous touche émotionnellement, mais c'est qu'elle nous touche physiquement. Bon, là, j'ai la chance de pouvoir vous parler et d'avoir votre attention. C'est une mise en vibration de l'air, quand j'expulse ma voix, et qui va être captée par nos oreilles, la vibration, qui va aller toucher physiquement vos tympans, qui vont se mettre à vibrer. Donc il y a vraiment une relation physique avec le son, qui va jouer directement sur la prise en charge de la douleur aussi. Voilà, la littérature aujourd'hui, quand on fait de la recherche, on s'aperçoit qu'il y a plus de 1000 articles qui ont été publiés sur des Cochrane Database, donc sur des sites comme Medline et Science Direct, dont 241 études contrôlées qui ont été retrouvées, enfin 224 études contrôlées randomisées. C'est la même méthodologie qu'on utilise pour le médicament et des études vraiment puissantes au niveau méthodologique. Et j'ai fait un comparatif avec l'hypnose qui est aujourd'hui aussi très reconnue et très développée dans l'hôpital, on retrouve aussi à peu près le même nombre d'études contrôlées randomisées dans ces deux techniques non pharmacologiques. Une très belle étude qui a été publiée dans The Lancet, qui elle regroupait carrément 4200 articles, dont 73 études contrôlées juste dans l'indication du post-opératoire. Et le résultat de cette méta-analyse est positif et montre bien que quand on fait l'analyse de toutes ces études, eh ben, on observe que la musique utilisée en post-opératoire permettrait de réduire la douleur, l'anxiété, les consommations médicamenteuses, et avec un taux de satisfaction qui est aussi très élevé, notamment par rapport au confort psychologique et la relation d'écoute du patient. Il me reste 5 minutes, c'est ça, je vous écoute. Les facteurs de prédiction. En ayant fait toute cette recherche de facteurs prédictifs de réussite, des recherches scientifiques, on s'est aperçu que ce n'était pas Mozart qui soignait toutes les douleurs, que ce n'était pas n'importe quelle musique, ce n'était pas l'électro avec des tempos super élevés, ainsi de suite, mais on a réussi à détecter, à isoler des facteurs prédictifs de réussite. Donc ce qui marche le plus, c'est le choix de la musique par le patient, ça paraît évident aussi, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui dans la politique un petit peu de soins centrés sur le patient, de soins personnalisés, de soins individualisés. C'est très important de pouvoir, en termes d'intervention musicale, de sélectionner la musique adaptée. La musique instrumentale, dans le traitement de la douleur, je vous parle spécifiquement. C'est sûr qu'on est chez les patients Alzheimer, on en parlera tout à l'heure. On va stimuler le patient par la mémorisation de paroles, par des musiques connues. Nous, dans la douleur, on va étudier au contraire une musique que le patient ne connaît pas, mais qu'il aime. On ne veut pas qu'il y ait un rappel de la vie autobiographique. 20 à 60 minutes, selon les études, c'est un temps d'écoute qui permettrait d'avoir une modification de l'état de vigilance. Des tempos autour de 90 BPM qui sont synchronisés en corrélation avec les fréquences cardiaques, des paramètres hémodynamiques. Technique standardisée, bien sûr, du personnel formé pour optimiser la relation d'écoute. Puisque l'écoute de la musique, comme on va le développer ensemble, musicaire, c'est basé sur les principes d'une musicothérapie réceptive basée sur l'écoute musicale. Et un des mécanismes les plus puissants de musicaire, c'est pas non seulement juste la musique qu'on diffuse dans les oreilles, mais c'est toute la relation psychologique de soutien, d'écoute avec le patient qui va optimiser cette prise en charge globale du corps et de l'esprit, puisque par le corps, on va lui faire écouter une musique qui va jouer physiquement, mais de façon psychologique, le plus important dans cette relation, c'est que l'infirmière, le soignant, la psychologue, le médecin puissent écouter le patient verbaliser ses émotions. Et à la fin d'une séance, quand ça marche,
c'est pas la panacée non plus, mais on a un grand taux de pourcentage de réussite. Quand le patient vous dit ça me fait du bien, je me suis détendu, j'ai oublié ma douleur, ben c'est quand même une victoire pour des médecins de la douleur chronique, où dans une majorité des cas, on n'entend jamais ces patients vous dire ça m'a fait du bien, je suis détendu, je ressens moins ma douleur. Donc à partir de tous ces facteurs prédictifs de réussite, on a standardisé une méthode qu'on a pu évaluer dans le cadre de différents projets de recherche depuis une quinzaine d'années. Donc ce qu'on a développé, basé sur les principes de la musicothérapie, c'est ce qu'on appelle cette fameuse séquence en U, qui est elle basée sur les principes de l'hypnoanalgésie. Je vais abréger un petit peu, mais c'est comme en hypnose ou en sophrologie, il y a une première phase d'induction qui va permettre de rentrer en synchronisation avec le patient. Progressivement, on ne va pas réduire la suggestion verbale au niveau du tempo, puisque là on ne va pas utiliser la musique, mais le langage musical. Donc naturellement, les compositeurs avec qui on travaille, qu'on appelle chez nous nos compositeurs de soins, vont travailler sur tous les paramètres du son, réduisant le tempo, réduisant la formation orchestrale, favoriser des fréquences plutôt basses pour arriver à cet état modifié de conscience qui est l'état de relaxation. Et ensuite, il a suivi cette phase de relaxation, cet état modifié de conscience, par une réintroduction progressive de tous les paramètres du son pour finalement éveiller le patient et arriver à cette phase de redynamisation et d'éveil. Et à la suite, il y aura un temps de verbalisation. Donc ça, c'est le protocole. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec des dizaines et des dizaines de grands compositeurs. Donc ça, on en parlera avec notre expérience, mais aussi au niveau local. On a travaillé grâce au gouvernement et à l'aide de la culture, notamment avec David Leroy, avec les frères Tuyada et différents artistes avec qui on travaille. Et avec le plus grand pianiste de l'Opéra de Paris, David Bismuth. On a eu Bill Gordon qui est venu sur le territoire, qui est tromboniste de Bob Marley aussi. Et on travaille avec Michel Jonas qu'on a rencontré récemment dans nos locaux. Et on essaie de sensibiliser les plus grands artistes qui sont, j'allais dire, les maîtres de l'émotion musicale pour qu'ils puissent la transmettre directement à nos patients. Il y a des variations de ce montage en U qu'on a développé, le montage en L pour favoriser l'endormissement et le montage en J en post-opératoire au moment où justement le patient va appuyer sur sa pompe à morphine. On espère que grâce à la musicothérapie, il puisse réduire ses consommations jusqu'à 30%, comme le témoignent la plupart des études. Voici très rapidement un petit témoignage, de patient. C'est aéré, c'est souple, c'est doux, et puis voilà, on oublie. C'est vrai que c'est l'expérience quand on a mal partout comme ça, des douleurs qui vous assaillent, on ne sait pas d'où elles viennent, mais bon, ça vous brûle le corps, et sincèrement, 20 minutes de relaxation comme ça, c'est un vrai massage de l'esprit, on oublie. Moi j'ai oublié mon corps là. Je ne me suis pas rendu compte quand ça a démarré, quand on m'a dit que c'était fini, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes quoi. Quand il m'a expliqué la procédure, et il m'a parlé, il m'a dit ce sera comme une sorte d'hypnose. Je lui ai dit, je pense ne pas être le bon client pour ça, j'y crois pas une seconde. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que dans l'ensemble, je me suis rendu compte de rien. Ce rythme-là va permettre vraiment d'atteindre une diminution de l'activité cérébrale de type sédative, en tout cas relaxante. Lorsqu'on parle au patient, il est tout à fait apte à vous répondre. Mais il aura vraiment l'impression d'avoir été déconnecté et que le temps n'a plus de valeur. On voit bien que les patients ont vraiment cette sensation que l'acte a duré que quelques minutes, alors que le plus souvent il a duré 45 minutes à 1 heure. Voilà, dans cette étude qu'on est en train de publier avec le Dr Gilles Bocard de l'hôpital américain, on travaille avec plus de 300 hôpitaux aujourd'hui. Dans l'étude qu'on a publiée, dans le groupe musicaire, pendant une coronarographie, il consomme 3 mg de midazolam, de benzodiazépine, alors que le groupe avec musicaire en consomme 15. Ce n'est pas une réduction de 2, c'est une réduction de 3, donc de 2 tiers en moins de consommation médicamenteuse. Ça, c'est une des premières études qu'on avait publiées qui permettait de démontrer la synchronisation de ce montage en U sur les paramètres hémodynamiques. C'est une étude physiologique qui montre là sur l'indice bispectral, c'est une diode qu'on leur met sur la tête, pour évaluer l'état de vigilance. Et on voit vraiment qu'il y a une synchronisation, une corrélation entre le montage en U musical et l'état de vigilance chez les intubés et chez les personnes non intubées. Et le principal, c'est sur la douleur, donc c'est une étude contrôlée randomisée, pareil, avec le groupe contrôle qui n'a pas de modification de la douleur avant et après une séance de repos, alors que quand on leur met 20 minutes de musique, le niveau de douleur baisse de 60%. On passe d'une douleur modérée, sévère, à une douleur dite faible, sans l'utilisation de médicaments. Ça, c'est une autre étude qu'on avait publiée avec le centre antidouleur du CHU de Montpellier,
contrôlée randomisée, avec une baisse significative de la douleur et surtout des consommations d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ça, je voulais faire aussi un petit focus là-dessus, parce que c'est un partenariat avec l'hôpital de Nouméa, justement, comme vous voyez, Luc, et toute l'équipe, Maël, Virginie, avec qui on avait travaillé sur ce protocole, avec collaboration avec l'Ohio State University, qui nous ont fait de la recherche de facteurs prédictifs, à qui on leur a envoyé plein de données, et ils essayaient de voir des corrélations avec tous les paramètres. Et on a remarqué qu'il y avait des différences entre les patients qui avaient une culture musicale et non, notamment chez les musiciens plus ou moins professionnels. On s'aperçoit que les musiciens sont plus dans l'écoute et lâchent moins facilement prise qu'un patient non musicien. Donc dans cette étude, on a pu montrer qu'effectivement, il y avait plus de patients répondeurs chez les non musiciens. Voilà, ça c'est une étude qu'on a faite avec l'hôpital de la Réunion. Ah ben non, excusez-moi, je me suis trompé d'étude. Dans celle-là, mais dans celle-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Dans une autre étude qui était faite avec la Réunion, c'est là qu'on avait montré qu'il y avait plus de patients répondeurs chez les non-musiciens. Voilà, donc des études cliniques, tout ça pour vous dire qu'en fait le musicien aujourd'hui c'est une technique qui est standardisée, reproductible et qui est un très bon outil aussi à l'évaluation et à l'objectivation de l'effet de la musique sur la douleur, puisque c'est reproductible et standardisé. Donc ça aussi c'est une très belle étude qu'on a publiée avec Paris sur plus de 300 patients et qui a démontré qu'en réanimation, la musicothérapie permettrait de réduire le stress post-traumatique. En conclusion, donc, quand on fait une revue des littératures scientifiques aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 2000 articles qui sont sortis sur musique et douleur. Et d'après nos 15 ans d'expérience aussi dans le domaine, aujourd'hui, on s'aperçoit que la musique permettrait de diminuer de façon significative la douleur et toutes les composantes associées, comme l'anxiété et la dépression. Aussi les consommations médicamenteuses, comme aussi on l'a démontré dans beaucoup d'études. Elle permettrait d'optimiser la gestion du temps de travail, c'est ce qu'on essaie de démontrer, puisqu'on s'aperçoit que les patients, en fait, on fait des études sur le nombre de fois que les patients appuient sur les sonnettes, et quand on met en place MusicCare, on s'aperçoit que le patient est plus détendu, moins stressé, il se sent moins seul, et aussi il y a une répercussion sur la gestion du temps de travail des équipes. On vous présentera aussi rapidement tout à l'heure des résultats qui ont été faits sur le stress et le burn-out de soignants travaillant à l'hôpital, notamment avec la médecine du travail.